Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast sur l'enseignement supérieur, le Covid, les nouvelles pratiques, les besoins, les usages, toujours avec la cellule audiovisuelle de l'Université de Lille. Bonjour Damien Deltombe, vous êtes responsable du service audiovisuel. Bonjour. Bonjour Damien Ledoux, vous êtes ingénieur hardware et audiovisuel au Lexim, qui est le simulateur de l'université. Bonjour. Frédéric Boudonneau, bonjour. Vous êtes Bonjour responsable Philippe. adjoint du service audiovisuel. Thierry Darnois, bonjour. Vous êtes responsable des moyens son et responsable de projet pour les podcasts au sein de l'université. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on s'était quitté la semaine dernière sur le mur de la réalité qui a été imposé par le Covid aux responsables audiovisuels, mais aussi aux étudiants et aux enseignants. Depuis cette obligation de moyens où il faut équiper assez vite, il faut pratiquement équiper de manière industrielle, industrieuse en fait les salles. Il nous faut une obligation de résultat, puisque vous l'avez dit vous-même, il faut un peu de qualité derrière tout ça, derrière ces enseignements à distance. Donc, je présume que vous avez découvert de nouvelles solutions, de nouvelles pratiques, de nouveaux usages. Quels sont pour vous les points importants pour qualifier une solution ? Damien Ledoux. En gros, ça s'est passé comme ça. Moi, j'ai proposé 4 solutions qui allaient de la captation totale, donc PowerPoint, tableau et son, jusqu'à la solution. Juste, on enregistre le tableau et le son. Voilà, et donc sur ces quatre catalogues, j'ai envie de dire, enfin sur ces 4 choix Oui. dans le catalogue, certes, enfin, les composantes ont fait un peu leur marché, et ça a permis aussi de cadrer le choix des matériels aussi, parce que on est quand même post-Covid, j'ai envie de dire, dans les pays comme le Japon, Taïwan et tout ça, eux, leurs usines ont déjà été fermées assez longtemps. Oui. Ce qui fait que on arrive quand même dans des pénuries de matériel électronique, que ce soit les puces, que ce soit des composants et autres. Donc, au-delà de la qualité apportée par le dispositif, ce qui est important, c'est le délai, à savoir en combien de temps on est en capacité d'installer des solutions. Alors, on a regardé un peu, donc il y avait l'histoire de délai, tout à fait, mais toujours en gardant aussi du matériel de qualité, Oui. parce que je veux dire, il suffit pas de mettre une simple webcam dans un amphi pour filmer, parce que par exemple pour le choix des caméras, on a des problèmes de luminosité, de zoom, de focus et tout ça. Donc une simple webcam ne peut pas répondre à elle seule à ce type de travail dans un amphithéâtre. Après, il ne faut pas non plus arriver dans la démesure en ce qui concerne le matériel. Donc, c'est-à-dire, ce serait de mettre une Porsche là où une simple voiture de tous les jours pourrait servir. Voilà. Une Porsche pour faire un Lille-Marseille est qualifiée, ce qui n'est pas forcément le cas de n'importe quelle voiture. Donc c'est les usages aussi qui vont conditionner le choix du matériel ? Il y a les usages aussi, oui, qui vont conditionner le choix du matériel, notamment pour les micros. Oui. On s'est demandé si on prenait un micro-main ou un micro-cravate. L'avantage du micro-cravate, c'est qu'il peut se faire oublier aussi. Donc par rapport à un micro-main, et en plus, avec un micro-cravate, on a les mains libres, donc pouvoir écrire au tableau et tout ça. Donc pour qualifier une solution, il faut qu'elle soit qualitative, il faut qu'elle soit disponible. Disponible, oui. Ok. Est-ce que il est important qu'on prenne en compte les usages de maintenant, mais également du futur ? Damien Deltombe, on a rencontré, avant de préparer ce podcast, on a rencontré quelqu'un qui manifestement venait de la pédagogie. Est-ce que ce type de personne venait vous voir en disant finalement l'usage n'est pas le bon, voilà ce que je veux faire dans les cours et comment vous pouvez nous aider ?
Comment vous interagissiez avec eux? Moi, j'espère que... Non, actuellement, c'est pas vraiment le cas, mais j'espère que l'évolution, l'expérience de cette année fera naître des demandes de ce type-là, oui. Dans les choix qui ont été proposés, et donc maintenant même dans le matériel qui est installé, on avait un souci avant le Covid déjà, c'était un souci de place. Oui. Que ce soit pour faire entrer, on va dire, 200 étudiants dans un amphi de 130 places, par exemple, pour ma part, on rediffusait les cours dans d'autres salles. Le Covid, enfin le matériel qui a été pensé pour les cours pendant le Covid, chez moi, vont être réutilisés par la suite pour justement pallier à ce problème de place aussi dans les amphithéâtres. Et pareil pour la plateforme POD, qui est donc la plateforme de VOD, on va dire, de live, de live, voilà, aussi de l'université. C'était un outil qui nous manquait, et le Covid a fait grandir cet outil, et je veux dire, il est presque indispensable maintenant. Frédéric Boudenow. Oui, Damien parle très bien des filières en tension, ce qu'on appelle les filières en tension. On a des composantes qui sont très demandées par les étudiants, oui. Et les murs ne sont pas extensibles. Donc de plus en plus, la retransmission de cours dans d'autres salles est devenue la norme. On ne va pas construire d'amphithéâtre tous les ans. Non, parce qu'aujourd'hui, telle filière est en tension. Est-ce qu'elle le sera dans 10 ans? On ne sait pas. Ne serait-ce que dans 5 ans. Donc pour ma composante stable, c'est le cas. Le plus grand amphi fait 370 places, la plus grande promo fait 650. Donc c'est retransmis dans d'autres amphis. Chose que l'on peut garder. Donc nous, on a mis en place ça. Toutes les salles de cours peuvent être diffusées partout. Donc les machines, on parlait d'Extron, les machines de streaming, oui. Envoient 2 flux en parallèle. Un qui est vers l'extérieur, le live pod. La deuxième reste interne, donc elle peut être lue dans une autre salle. Donc même à une époque où on était en 50% de présentiel, on pouvait retransmettre dans 2 amphis pour avoir la moitié de des étudiants présents, et l'autre moitié était à distance sur le live. Donc vous aviez déjà effectivement en tête ces notions de distanciel, de présentiel, et je pense qu'il est important de signifier le fait que on n'est pas sur de la distanciation sociale, on est sur de la distanciation physique. Il faut s'éloigner les uns des autres, tout en continuant à communiquer et à collaborer, et cette fois-ci je voudrais revenir sur les délais que Damien tout à l'heure, dont Damien justement, quels sont les points importants pour vous pour qualifier une solution? Au niveau des délais, il y avait une chose qui n'allait pas bouger au niveau des délais, c'était la rentrée, septembre. On savait qu'en septembre, voire pour certains fin août, je sais que dans la santé, certains reprennent fin août, ça ne pouvait pas bouger. Par contre, quand on a commencé le confinement, on part sur 15 jours, puis on part sur 2 mois. Puis après, on nous dit, cet été, il n'y a plus rien, parce que l'été va faire disparaître le virus. En parallèle, on travaille sur quelque chose, mais il y a aussi une décision derrière. On engage cet argent ou on ne l'engage pas. Et si on l'engage pour tout le monde. Donc ça fait de très gros achats à faire. Est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas pour quelque chose qui risque de disparaître cet été? Pour finir, on se rend compte que ça ne disparaît pas. Et quand on arrive à prendre la décision, il est tard. Il est très tard. Qu'est-ce qui nous reste comme délai? Et c'est à partir de là aussi qu'on fait des choix. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait être installé pour que ça tourne en septembre? C'est vrai qu'il y a eu 2 mois pour installer tout le matériel. Moi-même, j'ai travaillé 2 dimanches, 2 samedis et 2 dimanches d'affilée. Pour que la rentrée puisse se faire début septembre, au service de du tous lundi. Les usagers, des élèves. Il y a eu aussi, moi en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti à Lily, c'est par rapport à l'université. Il y a eu aussi une volonté de travailler ensemble, et une appartenance et une fierté on parle souvent du service public. Oui. Et là, pour moi, on était vraiment dans le service public. Je me souviens d'une réunion au début quand on parlait de la rentrée en septembre avec Annabelle Leram, la doyenne de l'ILIS, qui nous a dit, et ça m'a marqué, elle nous a dit, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est unique ce qu'on est en train de vivre. C'est unique ce qui nous arrive. Donc, on ne va pas commencer à pointer là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. La seule volonté qu'on a essayé de tout
on a essayé d'avoir, et je pense que je peux mettre ça à toute l'université et à tous les services de l'université, c'est de faire notre mieux. Et c'est vrai qu'en travaillant dans cette logique-là, ça a donné des ailes à certains services, ça a créé une cohésion, ça a créé une appartenance aussi, et une fierté de ramener sa pierre à l'édifice. C'est dans les temps de crise qu'on voit le vrai visage des structures, des individus. En ce sens, est-ce que le choix de certaines technologies vous a déçu ou vous a conforté dans vos prises de décision? L'année dernière, vous avez peut-être installé rapidement quelque chose. Vous dites non, ça ne correspond pas aux besoins, aux usages. On va revoir. Est-ce que vous avez eu cette possibilité? On n'a pas eu trop la possibilité de pouvoir tester. Oui, ça fait défaut. Voilà. Le gros problème est là, c'est un one-shot. C'est-à-dire que on commande... voilà. On soumet des propositions. Telle ou telle proposition est acceptée. Après, il faut batailler aussi avec les personnes dont c'est pas leur métier. Donc, leur métier, c'est de gérer aussi, on va dire, des financements. L'argent public. L'argent public, voilà, ne pas non plus le gaspiller et ne pas. Donc, il faut être assez fin pour pouvoir trouver du matériel assez performant, mais qui peut rentrer dans le budget. D'accord. Voilà. Et comme le disait Frédéric, et comme vous l'avez dit aussi, Philippe, aujourd'hui, telle filiale existe, mais est-ce que demain, c'est pour ça qu'on ne va pas fabriquer des nouveaux amphis, on va plutôt trouver des façons de faire le cours. Je prends par exemple la passerelle santé. Avant, c'était du PACES. Maintenant, on a changé carrément ça cette année. Et d'ailleurs, c'était un autre financement. On a travaillé avec la faculté de santé, avec STAPS, avec l'ILIS, pour pouvoir, parce que maintenant, en fait, on a c'est des accès comment dire, c'est des accès, des passerelles santé. Oui. Donc, c'est-à-dire, on choisit tel diplôme, et bien dedans, il y a une passerelle santé, et où on peut aller après passer le concours de médecine, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc oui, les choses vont évoluer, et il faut que le matériel puisse évoluer avec ça aussi, et ne pas le réserver que pour le Covid et autres. Prendre en compte les aspects actuels, mais également futurs. Damien Deltombe, dans cet écosystème usager, direction audiovisuelle, on peut aussi inclure d'autres acteurs. Ces autres acteurs, on les connaît, ce sont les partenaires qui vous assistent. Je peux penser aux intégrateurs audiovisuels. Il y a sans doute les bureaux d'études, d'autres acteurs comme les constructeurs, par exemple. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens, de l'accompagnement? Vous attendez de la formation? Le service audiovisuel compte 16 personnes qui sont essentiellement sur de la production. Effectivement, dans le passé, le service se faisait peut-être différemment, où on avait peut-être des contacts réguliers sur les nouveaux produits, sur les choses qui pouvaient se faire. L'avantage à ça, c'était vraiment de présenter à l'ensemble d'une équipe. Donc je parle de l'équipe du service audiovisuel de l'université, mais ça peut être aussi, d'ailleurs comme on l'a déjà fait avec l'université voisine, etc., de pouvoir présenter des produits. Maintenant, ça se fait beaucoup. Il y a Internet, donc forcément, je pense que la communication se fait facilement par des webinaires ou par voie d'Internet. Donc c'est vrai que je pense que la présentation des produits concrètement apporte quelque chose à une équipe comme le service audiovisuel. Très bien. Frédéric Boudonneau, si on peut vous entendre sur ce sujet. Ce qu'on attend de vous, voir vos produits. Un exemple, on parlait tout à l'heure de l'audio sans contact, des fameuses dalles. Je suis allé il y a quelques
années maintenant, peut-être. Elle date d'1 an et demi, 2 ans, je pense, cette dalle. 2 ans, peut-être. On a eu 2 versions, effectivement. La dernière a été présentée il y a 2 ans. Voilà, je l'ai découverte à ce moment-là. Oui. Si je ne l'avais pas vue lors de cette présentation, j'ignorerais certainement sa présence. Oui. Il nous reste quoi pour découvrir le matériel? Les salons. Il y a le salon de Francfort, d'Amsterdam, mais qui sont broadcast essentiellement, qui sont peu adaptés à notre marché. On a pourtant l'ISE qui se faisait auparavant à Amsterdam, qui va maintenant se faire à Barcelone. Barcelone, ouais. Déjà sur l'intégration audiovisuelle. Rien que pour le climat, déjà, on va peut-être y aller. Ça sera plus agréable. Mais demande faite à Damien Deltombe. Voilà, le message est passé. Une ordre de mission pour Barcelone. Mais voilà, c'est vrai que c'est souvent... moi, je viens de l'événementiel avant, mais l'événementiel dans le privé, les concerts, les choses comme ça, c'était des salons dont on était friand. Maintenant, dans l'activité qu'on a à l'université, on n'a plus besoin de structure, on n'a plus besoin d'écran vidéo, on n'a plus besoin d'éclairage, ou moins besoin. Oui. Ça s'adapte un peu moins. Donc, on attend de vous que vous veniez, Sennheiser comme les autres, nous présenter des produits qui sont adaptés à nos usages. Donc voilà sur quoi on vous attend. Damien Ledoux. Avec une nouvelle gamme, c'est vrai que c'est la Speechline, hein, c'est ça, oui. Qui est vraiment fait pour l'enseignement. Et vous êtes l'une des seules marques à faire ça, et d'une façon aussi facile. Il ne faut pas être professionnel, j'ai envie de dire. Une fois que l'intégrateur ou on va dire installateur comme moi oui. fait les réglages, l'enseignant n'a pas besoin de se casser la tête, il allume le micro et voilà. Je pense que l'objectif d'un constructeur, c'est de penser également usage des produits. Voilà. Et vous, auparavant, vous étiez des services composés peut-être d'une cinquantaine, d'une centaine de personnes, avec le temps, les moyens, etc. Là, c'est moins le cas. Voilà. Il faut des produits efficaces tout de suite. Effectivement, des vrais produits d'usage qui vous fassent gagner du temps. Et je voulais revenir aussi sur le choix au niveau du matériel. Il y a aussi les matériels qui ont été choisis donc, par rapport à leur disponibilité. Et on va dire, par exemple, Extron ou Sennheiser, qui sont fabriqués en Europe. Oui. On n'a eu aucun problème au niveau... pour être fourni en matériel comme ça. C'est là où on voit que le fait de continuer à fabriquer en Europe aussi peut avoir un certain sens. Tout à fait. Thierry Dernois, votre mission est donc d'organiser des podcasts au sein de l'université. Quels sont vos prochains projets, vos premiers projets? Est-ce que ça va être de qualifier peut-être du matériel, de le standardiser, Qu'est-ce que vous allez réaliser dans les prochaines semaines? Moi, je réalise que de plus en plus... Bon, déjà, on est dans une société où on entend d'abord avec l'œil avant d'entendre avec les oreilles. C'est bizarre de le dire, mais c'est exactement ça. Et toute la jeunesse d'aujourd'hui ne fonctionne plus qu'avec son œil. Et les oreilles, ma foi, c'est carrément secondaire. Donc je pense que le développement du podcast, c'est vraiment l'outil pour pouvoir se recentrer sur soi, sur pouvoir consommer quelque chose au moment où on en a envie. Oui. Et qu'on soit en train de marcher, qu'on soit à la maison, assis dans l'herbe, on peut consommer un podcast audio. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire parce que on est fatigué des visioconférences. J'ai des collègues qui sont en télétravail depuis des mois et qui ne travaillent que en visioconférence, et ils n'arrivent plus à faire la part des choses entre le moment où ils sont au travail et le moment où ils sont chez eux personnellement. Et ben moi, ça me pose un petit problème quand même. Alors j'ai pas eu beaucoup de télétravail, j'en ai pas eu en fait, ouais. Parce que j'ai pas été coupé. Et j'ai pas subi cette situation-là, mais je pense que il est vraiment important là de revenir dans quelque chose où on arrive à faire la coupure entre notre vie personnelle et la vie au travail. Le podcast, il n'est pas beaucoup développé. Je pense que ça fait 2-3 ans qu'on en parle ici au niveau de l'université. Alors moi j'arrive, ça fait 6 mois. Que je suis là enfin, ça fait même pas 6 mois que je suis là pour développer le podcast. Et en fait, j'arrive dans une période où il n'y a personne.
Donc il faut que je contacte les gens, il faut que j'essaye de contacter les gens sans qu'on me connaisse. C'est pas vraiment évident. Donc j'ai espoir que l'année prochaine, dans le prochain podcast Sennheiser, on pourra vraiment parler de ce développement là, parce que je me donne une année, voire 2 ans pour faire des podcasts. Ouais, Thierry, bien évidemment, on reprendra contact avec vous, avec l'université, pour savoir comment ça s'est passé, comment ça continue à se passer. Et on reprendra contact avec vous, Thierry, pour savoir comment vous organisez cette mission podcast. Dernière question avant de conclure ce 4e et dernier épisode. Maintenant que le principe de distanciel, présentiel a été acté et est en voie d'être pérennisé, comment est-ce que vous voyez l'avenir d'un point de vue technique en termes d'augmentation des besoins audiovisuels, de gestion de bande passante? Alors, l'idée, c'est de fantasmer un peu, de se dire qu'on a accès à un budget illimité et qu'est-ce qu'on met dans les salles, comment on le met, qu'est-ce qui est important pour vous, ce qui nous permettra finalement de synthétiser votre prise de parole des 4 derniers épisodes. Qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qu'on met, avec quel service on travaille, pourquoi on le fait. Est-ce qu'un podcast, c'est autant de l'information qu'un divertissement? Est-ce qu'on doit scénariser les contenus de formation comme on doit scénariser via des synoptiques des contenus, des matériels audiovisuels? Voilà, libre cours à votre imagination. Damien Ledoux. On pourrait très bien imaginer, on travaille un peu là-dessus actuellement, à des salles de cours, on va dire hybrides, avec, et ça certaines marques le font déjà, mais avec des personnes ceux qui sont sur des écrans en fond de salle et des personnes qui sont en présentiel devant nous, et où tout le monde pourrait prendre la parole comme il le souhaite. On pourrait penser à des hologrammes aussi. Ou après à des hologrammes, soyons fous. Mais à des salles, ce qu'on appelle des salles hybrides de formation à distance. Ce qui pourrait permettre aussi de pouvoir faire des cours avec des enseignements. Par exemple, je pense à l'ILIS, à la FTLV, où on a pour les cadres de santé, il y a des personnes qui viennent de Bordeaux, qui viennent de Marseille, qui viennent... Là, on pourrait peut-être... justement, mettre de la proximité à distance. Voilà. Faire attention à la distanciation physique et distanciation sociale. Voilà. Donc, du coup, les écueils à tout ça, c'est quoi? C'est la sécurité informatique, c'est la cohérence de la chaîne audiovisuelle, c'est peut-être plus de formation. On a la cohérence pour les enseignants. On a la cohérence du matériel. Aussi, ce qu'on a essayé de faire aussi avec le service audiovisuel aussi, c'est d'avoir un parc homogène aussi. Ça, oui. J'ai oublié de le dire, ça a été quand même un sacré travail et on y arrive. Après, au niveau, il y a toujours le problème de la bande passante. Il y a toujours l'un des soucis qu'on a rencontré, par exemple, avec Moodle, c'est qu'on s'est rendu compte que tous les cours étaient déposés à telle heure. Et en fait... toujours à la même heure, vous voulez dire? Les enseignants mettaient leurs cours, on va dire, disaient, voilà, votre cours va commencer à 10h, à 9h, on avait 20 téléchargements, 20 chargements sur le serveur, ce qui fait que ça prenait une grosse ressource au niveau matériel. Donc on a essayé d'étaler tout ça dans le temps. On a aussi appris grâce au Covid la gestion du réseau, j'ai envie de dire, mais pas par les professionnels, pas par la DSI, mais par les utilisateurs. Et ça aussi, ça a été, je pense que ça a été très, c'est le côté positif aussi qu'il y a eu, c'est que avec de simples choses, on se rend compte qu'on peut avec des moyens efficaces, dimensionnés voilà. au service de l'enseignement. Voilà. Frédéric, on donne des PC à tous les étudiants, on double... Budget illimité alors, parce que oui. 75 000 étudiants, un PC à chaque. Alors là, c'est le côté politique qui prendra la décision, mais ça serait bien pour que les étudiants puissent... Vous avez des remontées d'étudiants qui sont en voie de décrochage
non pas pour une question de motivation, mais de manque de moyens techniques. Manque de moyens. Alors, je crois que l'un des problèmes les plus récurrents, c'est plutôt quand il y a plusieurs étudiants sur la même box, dans le même lieu, qui doivent se connecter en même temps, où là, ça devient difficile pour eux. Donc l'infra est important. On les a interrogés, les étudiants, au moment des examens, pour savoir si certains étaient en souffrance là-dessus, par une vague de SMS, tout simplement, parce que si on leur envoie un mail et qu'ils ne peuvent pas les recevoir, ils ne pourront jamais nous répondre. On s'est rendu compte que certains l'étaient, des aides ont été apportées par l'université à ce moment-là, mais ça restait assez minoritaire là-dessus. Frédéric. On a oublié aussi de parler des oubliés numériques. Les oubliés numériques, c'est ces étudiants justement qui n'ont pas accès, que ce soit à Internet ou avec leur ordinateur et tout ça. Et c'est vrai que l'Université de Lille a porté quand même pas mal d'attention au niveau des oubliés numériques. Nous, par exemple, à Lily, c'est ce qu'on avait fait aussi quand, au moment, avant le deuxième confinement, donc au moment où il y avait les cours en 50-50, c'est qu'on avait mis des salles avec des ordinateurs pour que les personnes qui n'ont pas d'ordinateur ou autre puissent suivre ces cours dans une salle avec une distanciation physique qui était respectée. Voilà. Pour résumer, finalement, l'audiovisuel dans une université, c'est des moyens techniques, des pratiques, des usages et une volonté politique. Tout ça sous le même toit. Et volonté tout court. Damien Deltombe, un commentaire peut-être sur ce qui pour vous est important en matière d'audiovisuel au sein de l'université. Finalement, on sent que les besoins d'infrastructures réseau en termes de bande passante sont importants. Donc je présume que la sécurité informatique aussi, la cohérence de la chaîne audiovisuelle. Damien Ledoux intervenait sur la notion d'homogénéisation des matériels. Pour vous, c'est quoi le plus important, vraiment la chose à sacraliser? C'est depuis la naissance des universités, c'est le partage du savoir. Le partage du savoir d'une meilleure qualité possible. Nous, notre souci, c'est de le transmettre le mieux possible, donc d'une meilleure qualité possible. Là, la crise est subie. Et c'est vrai que moi, je pense beaucoup aux enseignants et aux étudiants qui vivent des situations compliquées, mais ce que j'espère, c'est que ce qui restera, c'est qu'il y a eu un usage quand même du numérique qui a été positif, qui reste du positif. Je pense aussi à la gestion de toutes ces données, en tout cas dans une dématérialisation aussi, mais aussi de gérer. On a un vice-président numérique qui s'efforce d'avoir une réflexion, d'être raisonné au niveau de la gestion des données et de l'usage, par exemple, de la vidéo, savoir, il nous incite, par exemple, à éteindre nos caméras en réunion, des choses comme ça, mais en tout cas, c'est un équilibre entre le fait de subir ce qu'on vit là et d'en sortir le meilleur. Je pense que le désespoir, il vient aussi du fait que on n'en voit pas le bout et donc moi le positif c'est le partage du savoir et la collaboration, le partage des idées, la mutualisation. Et on a pu le voir vraiment lors de webinaires. On a l'habitude d'être en frontal, en fait, de filmer des colloques frontalement, c'est-à-dire des conférences, des conférenciers qui vont s'exprimer et des questions de salle avec le micro qui circule dans la salle. Là, on a eu l'occasion de faire des webinaires avec des gens qui sont en Zoom à distance. Oui. Et il y a une interaction, on voit des réactions. Donc nous, c'est agréable aussi et vraiment, nous, techniquement, on sort du positif. On est valorisé dans notre métier, etc. Les enseignants, les étudiants, ils subissent ça. Et donc, nous, notre job, c'est vraiment de leur faciliter la tâche. On n'y arrive pas forcément toujours. Thierry Darnois, vous arrivez en fait dans une période un peu compliquée, attaché à une mission très noble qui est le développement du podcast au sein de l'université. Finalement, vous êtes un petit peu
porteur d'espoir dans cette période un peu difficile. En quelques mots, c'est quoi votre vision, que ce soit pour votre mission ou pour le futur de l'audiovisuel dans les universités dans les prochains mois, les prochaines années? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? L'avenir est dans l'audio. Oui. Ouais. Quittons l'image et restons dans le son. Ça serait juste magnifique. Non, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Qu'on s'éloigne de cette maladie, qu'on retrouve un rapport humain, qu'on retrouve des étudiants dans l'université, parce que là, il y en a vraiment qui souffrent. Et puis avoir le plaisir de pouvoir les enregistrer à nouveau en vrai. Voilà, je pense que c'est ça. On peut avoir tout le pro du monde, mais si on reste chacun cloisonné chez nous, on ne tiendra pas. Oui, c'est une question d'état d'esprit. On reprendra donc contact avec vous prochainement pour savoir comment votre monde a évolué. En attendant, si nos auditeurs veulent bien nous envoyer des questions qu'on pourra leur transmettre sous peu et prendre de leurs nouvelles. Donc je vous remercie pour votre accueil. On était à l'Université de Lille en compagnie de Damien Deltombe, Damien Ledoux, Frédéric Boudonneau et Thierry Darnois. On les remercie, on leur souhaite beaucoup de courage pour les prochaines semaines, les prochains mois. Bye bye, merci à tous. Merci Philippe, à bientôt. À bientôt.